C'était restitué en quelques minutes, une aventure de 1 an et demi. Il fallait condenser tout ça, mais comme vous avez pu le constater, il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'expressions, beaucoup de choses sans doute tout à fait passionnantes. On attend évidemment avec impatience tout à l'heure, au fond, le fruit de ce travail et savoir comment tout ça a pu être intégré dans les réflexions des élus qui pilotent le développement de cette métropole. Mais comme je vous le disais, on va revenir un peu vers certains de ceux qui ont participé à cette aventure. J'aimerais bien qu'on les entende. Alors, Laetitia Franquet, peut-être. Voilà, c'est vous qui avez ce magnifique bébé dans les bras. Voilà. Déjà, je crois que la dernière fois que vous avez parlé, vous aviez déjà ce même bébé, était un petit peu plus jeune. Alors, présentez-vous. Donc, Laetitia Franquet, je finis un doctorat de sociologie. Je suis également administratrice dans une association qui accueille et héberge des femmes victimes de violences conjugales. Et j'habite Saint-Vincent-de-Paul. Alors, moi, je participe à ce projet parce que j'ai envie, en fait, de participer à la construction de son avenir. C'est-à-dire que, certes, nous allons vieillir. Toute la problématique de la prise en charge de la vieillesse, de la mobilité m'intéresse, mais également la prise en charge des enfants. Aujourd'hui, je constate qu'il y a une cube à 2 vitesses, que la solidarité intercommunale n'est pas présente, que sur certaines communes, il y a des services, que sur d'autres, il n'y en a pas, que sur certaines communes, il y a des transports qui circulent régulièrement, que sur d'autres, il n'y en a pas, que sur certaines communes, il y a des crèches, sur d'autres, il n'y en a pas, et que si on n'appartient pas aux bonnes communes, on n'a tout simplement pas droit à ces services. Donc je souhaiterais en fait un peu plus d'équité sociale sur l'ensemble de la cube, un peu plus de solidarité intercommunale. Merci. Alors juste encore un tout petit mot, puisque vous avez fait l'effort de venir. On voit que c'est pas toujours facile. Peut-être Sandra va garder le micro, que ça va être plus simple pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée particulièrement? Parce que vous avez fait passer un message, mais vous attendez quoi de l'ensemble de cette démarche et de ce soir tout particulièrement? Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment un plan d'action qui soit mis en œuvre pour développer tout un tas de services publics, que ce soit de prise en charge de l'enfance, de la petite enfance, mais également des personnes âgées, puisque autant nous sommes les champions d'Europe de la fécondité, autant nous allons vieillir et la part des personnes âgées va augmenter dans les années qui arrivent. D'accord. Donc effectivement, ces questions-là me préoccupent, les questions finalement de solidarité, de cohésion sociale. Aujourd'hui, comme les familles, finalement, ne vivent plus toutes au même endroit, comme c'était le cas auparavant, parce qu'on est obligé de bouger pour des raisons professionnelles, d'études, finalement, on est obligé de s'appuyer aujourd'hui sur la solidarité des institutions. La solidarité familiale n'existe plus autant qu'avant, puisque les familles sont éparpillées. Alors, bien sûr, il y a les voisins. Voilà la preuve d'ailleurs, puisque voilà, il y a la solidarité du panel. Vous ne vous connaissiez pas, mais vous avez déjà trouvé une garde d'enfants. Il y a les voisins, mais encore faudrait-il trouver des solutions pour que les gens se rencontrent. Et c'est vrai qu'il y a peu de possibilités d'échanges aujourd'hui. Les gens restent chez eux à la fin du Plus d'échanges, plus de rencontres. Merci. Très bien, je vous remercie. Je vais passer la parole à Luca Lopez, voilà, qui doit être tout à fait derrière. Alors même que d'abord, présentez-vous d'un mot. Bonsoir. Luca Lopez, je suis président d'une association qui fédère des associations locales autour des cultures urbaines. Et vous avez participé à quel moment de cette fabrique métropolitaine vous-même? Pendant la semaine de la fabrique à Senon. Donc les architectes avec qui je travaille, un collectif de jeunes archis, a présenté le projet auprès des jeunes. Et j'ai participé lundi à une réunion en cercle restreint avec certaines personnes qui sont ici présentes. Et aujourd'hui, j'ai lu avec attention votre document. Et donc je cite un extrait qui dit que pour plus de solidarité, les habitants considèrent qu'il est nécessaire de développer la culture dans la ville. Pour les jeunes particulièrement, le lien social doit être renforcé par une multiplication de lieux, d'espaces favorisant les échanges, le partage, mais aussi d'événements et d'activités collectives. Aujourd'hui, le collectif que je représente travaille sur un lieu rive droite dans l'ancienne caserne Niel, au sein du projet Darwin. Et j'aimerais savoir et j'aimerais vous interroger, Monsieur Feltès, Monsieur Juppé, sur votre projet par rapport à la jeunesse, notamment par rapport au formidable développement des cultures urbaines qu'on a ici à Bordeaux. On a des champions de France, on a des personnes qui sont connues au niveau national et au niveau international. Et aujourd'hui, j'aimerais vous interroger sur quel est aujourd'hui votre projet d'équipement pour la ville et pour la métropole,
puisqu'aujourd'hui Bordeaux est... Je vous demande de conclure. Donc une cube qui intègre les cultures urbaines, qui fait une place aux jeunes et aux projets comme les vôtres. Voilà, sachant que l'objectif étant recréer le lien et le dialogue entre les élus, le monde politique et la jeunesse. Très bien, voilà, le lien qu'on fait ce soir, mais qu'il faut retrouver dans la métropole. Allez, on continue. Laurent Frankel, peut-être, voilà, on vous a aperçu tout à l'heure. Alors vous avez participé à ces ateliers 100% Cali, c'est ça ? Oui, début septembre. Voilà, donc moi, Laurent Frankel de Bordeaux. Ça fait 11 ans maintenant que j'habite à Bordeaux. Donc on m'a vu à un moment intervenir. Moi, j'aurais, je dirais, 2 questions. C'est par rapport à un petit peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire quand est-ce... Bon, par exemple, on a Evento qui vient de se terminer, mais je ne suis pas persuadé qu'Evento arrive à rameuter, entre guillemets, des gens extérieurs vraiment à Bordeaux. Et donc, je parlais un petit peu de ces festivals comme Avignon, les Francopholies de La Rochelle. Voilà, ce type de choses-là. Est-ce qu'un jour à Bordeaux, on va arriver à avoir comme ça un festival de théâtre de rue, je pense à Libourne, par exemple, au Festar, qui est quelque chose de très intéressant. Pourquoi vous tenez à cette idée, en un mot, s'il vous plaît ? Pourquoi c'est une idée importante pour vous ? Parce que bon, c'est vrai qu'on est attiré à Bordeaux. Beaucoup de gens viennent par le vin. Maintenant, on est une ville au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça attire un petit peu de monde. Mais je trouve que ça serait important que Bordeaux ait cet aspect culturel, en fait. On n'a peut-être pas assez, je dirais, de culture, entre guillemets, à Bordeaux, et justement une vitrine sur la culture. Si je peux, j'ai juste une deuxième question qui est beaucoup plus terre à terre, mais qui fait partie de l'image de Bordeaux aussi, et puis un petit peu, de la propreté, de tout ce qui peut être écologique, également santé, pourquoi pas. Je pense aux poubelles. C'est complètement idiot. D'accord. Voilà, c'est une question que j'ai complètement par rapport idiot, à mais ça. c'est pas complètement le sujet de la soirée. Vous avez Non, raison. mais c'est quand même une question que je pose parce que moi j'habite au Chartron. Il y a des poubelles partout dans ma rue. Mais je sous-estime pas l'importance du problème, monsieur. Je veux dire simplement qu'il y a eu un changement de politique, je crois, il y a à peu près 2 ans ou 3 ans, c'est de prendre des petits bacs au lieu de gros bacs. Et maintenant, on a des petits bacs partout dans la rue. On marche dessus, ils sont renversés. C'est une catastrophe. Ça devait être dit, c'est dit. Voilà. Je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose prévu par rapport à ça, simplement. Très bien. Merci. Très bien. Alors, Laurence Lafitte est là, voilà. Alors, vous avez participé à quoi, Bonsoir. Laurence Lafitte 100% Cali, en septembre. Et pourquoi vous début faites tout ça ? septembre. Pourquoi vous aidez tous à ces ateliers, à tous ces trucs-là ? J'ai trouvé ça déjà extrêmement innovant, de nous donner la parole. Donc j'ai dit oui tout de suite. Pourquoi ils font ça, d'après vous, là, les messieurs qui sont à côté de moi et les gens qui sont assis ? Parce qu'ils ont envie qu'on participe à la ville de demain, qu'on se sente concerné. En tous les cas, moi je me sens complètement concernée. Ça fait 14 ans que j'habite Bordeaux. Je ne suis pas bordelaise, je suis toulousaine. On vous pardonne. Oui. Allez-y. J'ai compris qu'on accueillait tout le monde ici. Ça va, j'ai pas eu de sifflet. Et j'ai surtout envie de rester dans cette ville parce qu'elle offre une qualité de vie extraordinaire. Alors, qu'on me donne la parole pour pouvoir m'exprimer, pour la façon dont on envisage la ville de demain, la métropole de demain, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, alors, vous voulez y amener quoi déjà. D'accord, voilà, ils l'ont entendu. Vous voulez amener quoi, alors, dans la réflexion collective ? Quel est le thème qui il y a une qualité de vie certaine. Maintenant, il y a des choses, bien évidemment, qui doivent évoluer, surtout si nous sommes beaucoup plus nombreux. Je rêve d'une ville complètement intégrative. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intégrative ? C'est un meilleur logement pour tout le monde, des transports facilités, de l'emploi surtout, faire venir les entreprises, je crois que ça a été dit, une mixité sociale, culturelle, de la culture. Il y a une demande de culture qui est énorme. C'est beaucoup dans revenu cette ville. dans toutes ces rencontres. C'est voilà. beaucoup revenu. Oui, c'est énormément revenu, effectivement. On a eu l'occasion de l'entendre. C'est une ville dans laquelle on se sente bien, qu'on ait envie de réaliser des projets. Et vous croyez que vous pouvez aider ça, vous ? Parce que vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas... Non, mais bon, pourquoi pas hein. Si on vous le demande. D'accord. Très bien. Alors, Merci. je vous propose maintenant de laisser la parole. Alors, je vais tout de suite annoncer les 2 personnes à qui je donne la parole. C'est Jean-Louis Charbet et Pascal Vinzio, voilà, successivement. Oui, bonjour. Allez-y, vous avez compris le jeu. Hein. Oui, Qui vous êtes, ce que vous attendez, le thème qui vous tient à cœur. Jean-Louis Charbet, donc je suis retraité de l'Éducation nationale et je fais partie de ces gens qui ont migré de la rive droite à la rive gauche,
qui a dû affronter les interrogations, dire qu'est-ce qu'on allait faire là-bas. Effectivement, pour certains, c'était le bout du monde. Mais simplement pour des raisons financières. Ce qui m'amène à cette question à laquelle je suis effectivement très sensible, surtout quand j'ai entendu quelques réflexions. Il y a quelque temps, on parlait de péage urbain, on parlait d'interdire les voitures anciennes dans la ville. Bref, je me suis dit, on va nous faire une ville pour bobos, pour utiliser une expression qui est un petit peu triviale. Le problème, c'est quand même de l'accessibilité de la ville à tout le monde. Et là, pour faire une ville pour tous, comme vous l'avez indiqué dans la conclusion du document, je crois que la question centrale, c'est quand même le logement qui soit accessible à tous. Or, je n'ai pas utilisé le terme de logement social, parce qu'on l'entend souvent parler, parce que j'ai appris lors d'une réunion de concertation sur l'Euro-Atlantique à Florac, parce que j'habite à Florac, je ne l'ai pas dit, on est directement concerné, qu'on faisait rentrer dans les logements sociaux les accessions à la propriété. Alors qu'est-ce qui reste pour les petits salaires, pour les smicards, qui ne sont quand même pas une petite partie de la population, pour les jeunes qui galèrent dans les stages, etc., etc. Donc si on ne fait rien pour ces gens-là, pour qu'ils puissent habiter en ville, on ne fait rien non plus pour éviter l'étalement urbain, parce qu'ils sont obligés d'aller plus loin, et on ne fait rien pour la mixité sociale, pour lequel je pense que tout le monde le souhaite. Très bien, merci. C'est ce qui vous tient à cœur. On continue avec Pascal Vinzio, Patrick Maestro. Voilà. Alors, Patrick Vinzio, vous êtes... Bonjour à tous. Je suis donc Pascal Vinzio. Je suis responsable de la recherche et innovation dans mon entreprise. Donc 2030, c'est des périodes qui me préoccupent pour l'avenir, effectivement. Et donc j'habite à Eysines. Bonjour. Ma motivation, c'est effectivement de penser à l'avenir, puisque ça fait partie de mon boulot, mais également dans la vie. Et le fait de participer à ces rencontres sont également une opportunité, puisque de toute façon, on ne peut réussir à rien si on n'est pas tous ensemble. Donc deux points importants, l'un qui concerne directement mon activité, puisque je me pose la question de l'avenir économique et notamment des emplois dans l'industrie, dans l'agglomération et dans la Cube. On parle beaucoup de services, que ce soit auprès des personnes âgées comme auprès des services en général, mais il faut, je pense, intégrer la partie industrielle et réfléchir à la stratégie industrielle de la Cube, quelque part. Donc ça me paraît important et on n'en parle pas trop, en tout cas j'en entends pas trop parler. Pas seulement, je dis bien à nouveau des services et de l'emploi tertiaire, mais vraiment de la valeur des services, des activités à valeur ajoutée. Et puis je voulais juste reprendre, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais j'avais été sensible aussi à une préoccupation d'un des participants qui se posait la question de la continuité de la culture maraîchère de la région et qu'il fallait peut-être aussi ne pas oublier de garder quelques terrains. Voilà. Et donc, ce que j'attends, c'est... De l'industrie et des légumes, alors. Voilà, c'est ça. Pas l'industrie des légumes, l'industrie et des légumes. D'accord. Est-ce qu'on peut faire les deux dans une métropole comme Bordeaux ? Et on doit pouvoir faire les deux, puisque c'est utile pour... Vous croyez que c'est possible ? Ouais, je pense que c'est possible. Et donc, s'il y a une suite, et j'espère bien qu'il y aura une suite, je veux bien être associé à cette réflexion. Voilà. Très bien, c'est une offre de service. Patrick Maestro, voilà. Bonjour, je suis aussi industriel. Je suis directeur scientifique de Rhodia. C'est une Rhodia Solvay maintenant, c'est une grosse boîte de chimie. Et j'ai la chance de faire ce métier depuis Bordeaux depuis 3 ans. J'ai pu revenir ici. Et après 20 ans d'exil dans le nord de la France, là, vers Paris. Pourquoi j'ai participé ? Parce que justement, j'ai été formé sur Bordeaux et ça m'a permis un petit peu de rendre au territoire ce qu'il m'a donné par la formation. Ce que j'attends maintenant, effectivement, moi je suis industriel, donc je pense que le développement économique et le développement industriel du territoire, il est clé parce que le développement égale emploi, comme ça a été dit par quelqu'un dans le film. Et je crois que le territoire, au-delà d'être un territoire extraordinaire pour vivre, et je suis très content d'y être revenu, il doit continuer comme ça en créant de l'emploi. Et il y a 2 opportunités extraordinaires dans les années à venir qui seront les énergies et les matières premières. On va avoir des révolutions industrielles dans ce domaine-là et le territoire a des atouts considérables, basés sur un tissu académique qui est parmi les meilleurs au monde. Et je le dis pas simplement parce que je suis bordelais, j'ai vu des gens partout. On a un tissu académique formidable pour former les jeunes et aussi pour être la source d'innovation. Et l'énergie va changer considérablement. Il va falloir développer des énergies nouvelles, le solaire, les batteries, etc. Les matières premières vont changer. On a une ressource considérable ici qui est le bois.
et qu'on utilise, à mon avis, pas complètement. Alors moi, j'essaie de lancer des recherches dans mon groupe pour mieux utiliser cette ressource, et j'attends effectivement du territoire qu'il continue et qu'il appuie ce genre d'activité. Je suis tout à fait prêt à y contribuer dans la modeste mesure de mes moyens. Merci, vous aviez déjà commencé, donc c'est très bien. Xavier Pitard, peut-être, qui est juste derrière vous, en gros, voilà. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je suis Xavier Pitard. Je suis d'origine guadeloupéenne, donc très fortement attaché à Bordeaux d'un point de vue historique. Alors, j'ai été animateur, formateur. Aujourd'hui, j'ai monté ma société à la Bastide, où j'ai un cabinet de consultation, et je suis intéressé par tous les projets qui tournent autour de la solidarité numérique et les projets qui tournent autour des jeunes. Voilà. Donc, moi, quand je veux savoir un petit peu ce qui se passe dans les quartiers, j'y vais. Et j'aimerais savoir. Enfin, je suis là pour entendre ce que la Cube va proposer à ces jeunes qui ont besoin d'un espoir, qui ont besoin d'emploi. Alors, j'ai pas attendu cette soirée pour avoir des réponses. J'ai déjà été sur le site où il y a déjà pas mal d'éléments. Donc, moi, je veux un La Défense à Bordeaux. Je veux des bassins d'emploi. Je veux ça pour ma ville. Voilà. Vous y croyez? Enfin, vous le dites comme ça, comme un cri, ou vous avez l'impression que c'est possible? J'ai cru comprendre que le quartier de Belsier va être réhabilité en centre d'affaires. Donc pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Mais bon, les entreprises sont présentes, mais les jeunes n'y sont pas dans ces entreprises-là. Donc peut-être qu'il faut aller un petit peu les chercher. Aller chercher les jeunes. Et moi, je suis là pour soutenir les jeunes. J'ai des amis qui essayent de s'en sortir artistiquement, des gens qui font du rap, des gens qui font du rock. Et aujourd'hui, ils sont obligés de partir à Paris, à Marseille, pour montrer leur travail. Et ils n'ont pas des moyens d'expression sur Bordeaux. Donc voilà quoi. Allons un petit peu les chercher et essayons de construire avec eux et pas seulement leur proposer des structures. Aujourd'hui, vous promenez dans le bus ou dans le tramway. Les gens sont sur leur iPhone avec des iPods ou des baladeurs simplement. Ils se créent un monde virtuel parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'exprimer, ou ils n'ont pas des lieux pour pouvoir s'exprimer. Donc ils vont chercher du Facebook, ils vont chercher du MySpace, et des choses qui sont stockées à l'autre bout de la terre. Peut-être qu'on peut leur créer un espace ici à Bordeaux pour qu'ils puissent s'exprimer. Très bien, merci. On peut remarquer à quel point la question de la culture, des jeunes, de l'emploi, du développement revient comme ça en boucle dans beaucoup d'interventions. Allez, on va terminer un peu ce tour. Bernard Plessis doit être, oui, voilà, tout au fond. J'oublie pas les autres, hein, vous inquiétez pas. J'espère que j'aurai oublié personne. Allez-y, je vous en prie. Oui, merci. D'abord, merci de nous avoir invités. Je veux dire que à la question quelle est la motivation pour participer à ces groupes, à la limite, on l'a maintenant, c'est-à-dire de pouvoir dire au président et au maire des choses directement, alors que la voie démocratique aide beaucoup, mais en même temps c'est plus long. Donc là, ça permet d'avoir une communication directe. Je l'ai entendu plusieurs fois là au cours du petit montage que vous avez, et puis également les personnes qui sont intervenues. Moi, ce qui me préoccupe simplement, c'est le développement économique. Le reste est également extrêmement important, mais c'est quelque chose. Vous faites quoi dans la vie? Excusez-moi, j'ai oublié de le demander tout à l'heure. Ah pardon, je suis consultant en entreprise. Je travaille sur les stratégies d'entreprise en fait. Très bien. Et je trouve simplement, et c'est la raison, c'était ma motivation pour venir, c'est pas tirer une sonnette d'alarme, c'est simplement dire il faut développer et faire développer, faire des programmes de développement pour attirer des entreprises, alors qu'ils soient dans l'industrie ou pas, je ne sais pas. Je me souviens, il y a 20 ou 20 ans à Bordeaux, on parlait d'une espèce de Silicon Valley à la bordelaise, entre Bordeaux et Arcachon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y avait eu des projets dans ce milieu-là. Et voilà. Hein, et puis, je ne sais pas où c'est parti, ça. Mais c'est dommage, parce que c'était un projet qui était intéressant, c'est des énergies douces, à forte valeur ajoutée, etc. Et ça a disparu. Et la question, elle est simple, c'est quand est-ce qu'on recommence? Je veux dire, quand est-ce qu'on va avoir un autre programme de développement économique aussi ambitieux que ça et organisé pour avoir, en effet, des emplois et des ressources pour la ville. Alors, très bien, merci beaucoup. Sandrine Ruy, qui est tout au milieu. Alors, Sandrine Ruy, vous avez participé à la semaine de la fabrique métropolitaine. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc je suis Sandrine Ruy, sociologue, Université de Bordeaux. Je vais parler en fait en quadriphonie, parce que nous étions 4 universitaires
de l'Université de Bordeaux. Je salue le président d'ailleurs qui est là. Et donc nous avons suivi la semaine de la fabrique. Donc je voulais juste insister sur 2-3 choses que nous avions relevées. Donc la première chose qui est apparue d'un atelier à l'autre, c'était vraiment l'idée qu'il ne fallait pas importer des modèles urbains de l'extérieur, d'autres pays, de villes de France ou de l'étranger, et que l'enjeu c'était surtout de modeler la métropole à partir de l'existant, de l'expérience vécue, sensible du territoire, de la mémoire des lieux. Donc ça a été rappelé assez fortement et tout le monde a insisté sur les atouts de ce territoire, qu'il s'agisse du patrimoine bâti, intellectuel, naturel, bien sûr, économique. Et donc, il y a, on sait, des caractéristiques. L'éloge de la quiétude et de la langueur, par exemple, a été régulier. Les petites hauteurs aussi. Et de ce point de vue, on l'a revu dans le film, la densification comme le million sont plutôt anxiogènes. Et deuxième remarque, ce qui nous avait vraiment surpris, c'est que le débat souvent s'est joué à front renversé, avec d'un côté des responsables politiques et des techniciens, des architectes qui étaient plutôt du côté du rêve, et un public, une assistance qui a insisté pour rappeler des principes de réalité et qui rappelait en permanence qu'il y a des contraintes financières, réglementaires, politiques, foncières. Ça a été un thème régulièrement invoqué. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant puisqu'on avait l'impression que du côté du public et des habitants, il y a l'idée que la ville moderne, c'est une ville sobre et modeste, quand en face, on a plutôt des gens qui pensent qu'il faut quand même ne pas renoncer à être imaginatif, créatif. Et pour terminer, je crois que ce qui était intéressant dans cette semaine de la fabrique, et on le voit avec les différents extraits, c'est que ça a préfiguré un dialogue à la fois créatif, imaginatif, démocratique, pour le dire, même si le terme est peu énoncé, peu présent, comme d'autres mots qu'on a jugés absents, mais qui est bien la preuve, au fond, qu'il y a une vraie aspiration tout à fait convergente à ce que les hommes et les femmes du territoire fassent leur histoire urbaine. Très bien, juste avant de donner la parole, merci beaucoup à Alain Juppé, Lorraine Alberdi, là, que je vois, que j'aperçois. Voilà, alors, pareil, présentation, puis ce sera un petit peu le dernier mot. Alors, allez-y, qu'est-ce que vous retenez de votre participation? Qu'est-ce que vous attendez de la soirée? Comment vous voyez la suite, au fond, de tout cela? Tel que je vois la suite, je vois beaucoup de choses en perspective. J'ai retenu plusieurs sujets. Bon, moi, à titre personnel, je suis jeune diplômée, jeune travailleur à Bordeaux, beaucoup de difficultés pour trouver un emploi sur Bordeaux. J'ai suivi donc un cursus de droit à la fac, puis une école de commerce. Et aujourd'hui, si je dresse un bilan, je me rends compte que la majeure partie de mes camarades de promotion ne sont pas sur Bordeaux. Je suis une des rares à travailler sur Bordeaux, à avoir trouvé du travail sur Bordeaux, et je peux vous dire que ça a été très, très compliqué. Donc moi, on parle de métropole bordelaise. Une métropole, ça doit aussi intégrer les jeunes. Le dynamisme passe aussi par les jeunes. Il y a des jeunes qui ont envie, qui ont plein d'idées. Et je pense que, monsieur a abordé le sujet, il faut vraiment penser à intégrer ces jeunes. Voilà, moi par rapport aux différents sujets qui ont été abordés, moi si y a un sujet que je retiens, c'est celui-là. Très bien, merci beaucoup, merci à tous. On peut vraiment les remercier parce que c'est pas un exercice facile. Ils donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie. Alors, vous êtes plus habitués, mais on aimerait bien vous faire réagir à ce que vous avez entendu et surtout vous qui êtes depuis le début, bien sûr, un des pilotes de cette fabrique de la métropole. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à ce stade du projet? Je suis un peu submergé. Parce que la première chose qui m'impressionne, c'est la richesse de tout ce qui s'est passé au fil de ces mois, la densité de cette concertation et toutes les idées qui ont été mises en avant. Je ne sais pas si je pourrais, bien sûr, répondre à tout. J'étais très heureux, madame, de vous entendre parler du principe de réalité, parce que j'avais envie de le faire, mais j'ai préféré que vous le fassiez vous-même, parce que j'ai retenu un certain nombre de choses dans ce qui a été dit. Il nous faut tout un tas de services, et puis il faut multiplier les lieux. Bon, ok, très bien, on a le temps, on a 20 ans devant nous. Je rappelle quand même que les moyens sont limités, et je suis sûr que Vincent ne dira pas le contraire. Bon, mais cela étant dit, rêvons un peu, et surtout... faisons plus que rêver, agissons. Et je voudrais faire
quelques remarques, sans être trop long, parce que vous n'êtes pas venu ici pour entendre forcément les élus. Je m'exprime bien sûr en tant que maire de Bordeaux, mais aussi, comme l'a rappelé Vincent Feltès, en tant que premier président de la communauté urbaine et ancien président de la communauté urbaine. Première remarque, le temps de l'urbanisme, pardon de cette banalité pour les urbanistes qui sont là, le temps de l'urbanisme est un temps long. Il faut du temps pour faire une ville, pour faire évoluer une ville, pour transformer une ville. Et d'ailleurs, vous êtes bien conscient qu'on parle de 2030. Donc c'est les 20 années qui sont devant nous. Et si je rappelle cela, c'est pour insister sur aussi le principe de cohérence. On ne part pas de zéro. On part d'abord de l'état d'une ville qui est fort ancienne, mais aussi d'une ville qui a connu depuis une quinzaine d'années une véritable transformation en profondeur, qui marque, là aussi, l'avenir. Alors, je ne vais pas revenir tout ce qui s'est fait. Le tramway qui a changé non seulement les modes de transport, mais aussi la façon de vivre la ville. Tout à l'heure, monsieur, je crois que vous avez fait un petit lapsus, vous disiez que vous êtes passé de la rive droite à la rive gauche. Je crois que c'est l'inverse. Vous êtes passé, voilà, c'est ça, c'était Floirac. Donc le tramway, effectivement, a changé un peu la façon de vivre la ville. L'aménagement des quais, bien sûr, mais aussi la construction ou la rénovation de nouveaux quartiers. Donc un nouvel équilibre, je crois, aussi au sein de l'agglomération, avec une ville-centre qui marque sa forte spécificité et sa force d'entraînement, mais aussi ce principe de solidarité avec les autres communes. Nous y sommes tous très attentifs. Et donc, il faut que nous nous situions aussi dans cette cohérence. Beaucoup des projets qui se déroulent aujourd'hui ont déjà des années derrière eux. Je pense au pont Bacalan-Bastide. Il a fallu des années et des années pour le faire émerger. On va bientôt l'inaugurer. Ce sera la même chose pour le pont Jean-Jacques Bosque ou pour d'autres équipements structurants. La LGV, on en parle depuis longtemps aussi, ou la mise à 2x3 voies de la Rocade. Première observation, donc, situons-nous dans cette cohérence et dans cette durée. Ça ne va pas se passer comme ça du jour au lendemain. Deuxième remarque, je voudrais prendre maintenant un certain nombre des thèmes qui ont été traités tout à l'heure. Le logement. Quelqu'un a parlé du logement pour tous. C'est vraiment notre ambition. La CUB y met des moyens très importants, parfois même plus importants que ceux de l'État. La ville aussi de Bordeaux et les autres communes viennent en relais. Juste une petite précision, on n'a pas 13% de logements sociaux. À Bordeaux, on en a 15. C'est pas terrible, mais c'est pas 13. Et deuxièmement, l'ambition que nous manifestons, nous la concrétisons dans les chiffres. Il faut que vous sachiez que nous avons décidé, dans toutes les opérations nouvelles, et même dans les restructurations des quartiers anciens, comme dans le centre historique de Bordeaux, de la proportion suivante, sur 100% de logements, 45 libres, mais 55 en prix ou en loyer maîtrisé. Et dans ces 55, on voudrait arriver, là les pourcentages sont un peu indicatifs bien sûr, à 20% d'accession sociale à la propriété, parce qu'il y a une partie de la population qui a envie d'accéder à la propriété. Nous avons mis en place des dispositifs pour l'y aider, et 35% de logements locatifs social. Et dans ces 35%, il faudra un pourcentage très important de logements très sociaux, ce qu'on appelle les PLAI. Ce n'est pas un enjeu politique, ça. Qu'on soit de gauche ou de droite, enfin en tout cas ici, dans cette agglomération, on est d'accord sur ces objectifs. Deuxième point, et là j'ai vu que ça revenait vraiment comme une des priorités, et je la partage totalement, le développement économique et l'emploi. Donc on a des ambitions démographiques fortes. Je sais que le million vous fait peur. Bon, moi, je n'ai pas la religion du million. Je constate qu'on est déjà 750 000. Et que comme l'agglomération est attractive, si on poursuit les courbes, il ne s'agit pas d'accélérer ou de faire une métropole démesurée, mais même si on poursuit les courbes tout naturellement, la population va augmenter. Et c'est une chance. Une ville ou un espace dont la population diminue est une ville en déclin. On a connu ça à Bordeaux, hélas, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc il faut se réjouir de voir que notre population est en train d'augmenter et qu'elle va nous conduire donc vers une taille un peu plus importante. Mais pour ça, il faut de l'emploi. Et j'en suis parfaitement d'accord, j'ai entendu le message qui a été adressé. Comment attaquer le problème de l'emploi ? Pas si facile. D'abord, ce n'est pas le problème d'une ville, ce n'est même pas le problème d'une agglomération, c'est le problème d'un ensemble, d'un bassin d'emploi. Alors, sur quoi on essaye d'agir ? D'abord, pour attirer des entreprises, l'accessibilité. Et tout ce que nous faisons en termes de transport est de ce point de vue primordial. J'insiste bien sûr sur l'opération Bordeaux-Euratlantique. On va avoir la chance dans les 20 prochaines années d'être au centre d'une toile de TGV qui va nous mettre à 2 heures de Paris, ça c'est pour 2017, à 1 heure de Toulouse et à 1 heure et demie de la frontière espagnole. D'où cette opération qui n'est pas simplement, je voudrais rassurer certains de mes collègues qui le savent, un centre d'affaires.
Bordeaux Atlantique, c'est pas uniquement un centre d'affaires, c'est un ensemble de quartiers nouveaux, c'est un pôle culturel sur les quais de la Garonne, et c'est aussi, bien sûr, des bureaux et des activités économiques que nous souhaitons attirer. Donc ça, c'est un pôle fort qui va nous permettre, je l'espère, de développer l'emploi. Ensuite, au-delà de l'accessibilité, l'emploi, c'est aussi l'université. Une grande agglomération, si elle veut attirer vraiment des jeunes, si elle veut les conserver aussi, doit avoir une université puissante. Et là, on a la chance, je voudrais quand même le souligner, d'avoir une des 3 universités en France qui viennent d'être labellisées comme université d'excellence. Dans le cadre du Grand Emprunt, dont je m'étais occupé avec Michel Rocard, il y a 3 universités aujourd'hui qui sont considérées comme universités d'excellence en France. Il y en aura peut-être quelques autres dans l'avenir proche, mais dans ces 3, il y a Bordeaux. Et ça, c'est un atout formidable pour notre jeunesse. Alors, à partir de ces principes généraux, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour l'emploi ? Je cite au passage, parce que je vois bien que je suis un peu long peut-être, donc essayez d'aider les jeunes. Nous développons en particulier, alors là je prends le chapeau ville de Bordeaux, des pépinières d'entreprise. Nous en avons une rue du Port, nous en avons une au Chartron, nous envisageons d'en faire une de rive droite. Qu'est-ce que c'est une pépinière d'entreprise ? C'est un lieu où on dit à de jeunes créateurs, on met à votre disposition des locaux pas chers. On sait que vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer des loyers commerciaux au prix du marché, donc on vous accueille pour 1 an ou 2 ans dans une pépinière et vous vous lancez, et après ça, vous allez évidemment dans d'autres lots. Ça existe et ça marche très bien. Il faut aussi qu'au-delà de ces initiatives qui sont un peu ponctuelles, nous nous appuyons sur nos points forts. Et c'est pour moi l'occasion de répondre à 2 ou 3 interventions qui ont été faites. La filière bois. Nous avons développé, avec l'aide de l'État, depuis plusieurs années, ce qu'on a appelé des pôles de compétitivité. Un pôle de compétitivité, vous le savez, c'est quelque chose qui associe l'université, l'entreprise, les collectivités locales et l'État. Il y a un pôle bois. Ça s'appelle Xylo Futur, et donc j'espère qu'il va nous apporter des développements importants. Il y a aussi le pôle aéronautique, très important, et puis quelqu'un a parlé de la Silicon Valley. On n'a peut-être pas fait la Silicon Valley, mais on fait la route des lasers. La route des lasers qui prend appui sur l'université bordelaise et ses instituts de recherche, sur le laser mégajoule au Barp et puis aussi sur le bassin d'Arcachon. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. Et je voudrais terminer sur l'emploi en soulignant certaines thématiques qui nous paraissent importantes. Il faut qu'on développe les activités liées au numérique à Bordeaux. Il faut qu'on développe tout ce qui concerne les économies, les technologies vertes et l'économie verte à tous les niveaux. Par exemple, Darwin, de ce point de vue-là, est aussi quelque chose de très intéressant, ou l'économie sociale et solidaire. Troisième point, après le logement, après l'emploi, un petit mot sur la dimension culturelle. Ça, c'est très important. J'en ai pris conscience peut-être plus qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Pour faire une ville, pour faire se développer une ville de manière harmonieuse, le développement culturel est absolument indispensable parce qu'il crée ce lien social à la recherche duquel nous sommes. Je voudrais souligner que l'offre culturelle à Bordeaux est très importante. Je ne vais pas faire l'énumération de tout ce qui existe en matière de musique, de théâtre, de musée, etc. Pour ceux ou celles qui ne sont pas exactement au courant, je signale qu'il y a quand même un portail bordeaux.fr où vous trouvez tout, hein, donc, et puis sur la Cube aussi. Donc il y a ces équipements. Alors vous me parlez d'une vitrine. Je sais bien que le problème il est là. Alors on a parfois tendance à considérer que la politique culturelle c'est la vitrine. Je suis d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait campagne pour être capitale culturelle en 2013. Cette vitrine, on a peut-être un peu de mal à la faire émerger. Il y a eu Evento. Et je dois vous dire quand même qu'il s'est passé quelque chose de très important. Ça n'a peut-être pas attiré des centaines de milliers de personnes, mais pour la première fois, et par rapport à Evento numéro 1, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On a essayé non pas d'amener des artistes qui viennent installer des œuvres d'art contemporain dans les rues de Bordeaux ou de la communauté urbaine, mais de demander à un grand artiste de portée internationale avec son équipe de s'immerger dans les quartiers et de préparer un certain nombre de rencontres qui associent étroitement les acteurs culturels et les associations. 250 associations ont participé à Evento numéro 2, et je préfère vous dire qu'il s'est passé des choses absolument extraordinaires sur la place Entrémedier, dans la halle des Douves, au marché des Capucins ou au Grand Parc. Donc je pense que là, on a peut-être quelque chose qui mérite d'être développé. Enfin, dernier point, je ferai tant de l'économie d'autres sujets, la proximité et la concertation. Je pense que c'est une exigence absolue, c'est pour ça que je me réjouis beaucoup de cette fabrique métropolitaine. Et là aussi, les choses sont en train de changer complètement. Je vais prendre un exemple pour vous montrer comment les choses évoluent, pour vous montrer qu'on prend en compte votre aspiration à la concertation. En 1995, j'avais décidé de refaire la halle des Chartrons.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas bordelais, ça ne dit pas grand-chose, mais enfin, vous connaissez tous Bordeaux. Qu'est-ce qu'on a fait à cette époque-là? J'ai choisi un architecte, je lui ai dit, vous me refaites la halle des Chartrons. Là, on est en train de travailler sur la halle des Douves, à côté du marché des Capucins. La démarche est radicalement différente. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit aux habitants et aux associations, vous mettez autour de la table et vous nous dites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans cette structure? Et c'est lorsqu'ils ont eu fait ce travail qu'on a lancé un concours d'architecture pour demander à un architecte de traduire dans les faits ce que la population souhaitait. Donc je crois que vraiment, cette nécessité de concertation est aujourd'hui pleinement intégrée et qu'il faut la développer. Je voudrais parler aussi, mais je n'ai pas le temps, du développement durable. Les poubelles, on est en train d'y travailler avec Vincent, ça c'est une de nos obsessions, on va peut-être trouver des solutions. La densité, il ne faut pas avoir peur a priori de la densité, parce que ce n'est pas forcément antinomique d'espace vert ou de qualité de vie. Quel est le quartier où il y a le plus grand nombre de tours dans Bordeaux aujourd'hui? C'est le Grand Parc. Quel est celui où il y a le plus d'espace vert? C'est le Grand Parc. Donc on peut, sous certaines conditions aussi, avoir une architecture un petit peu plus dense ou un petit peu plus haute et qui soit parfaitement compatible avec des espaces verts. Voilà tout ce que je souhaitais dire. Il faut aussi intégrer tout ça, bien sûr, dans une vision qui va au-delà même de l'agglomération, et de ce point de vue, le problème de l'étalement urbain sera peut-être évoqué. Pour terminer, je voudrais dire que voilà, tout n'est pas merveilleux, il y a des besoins très importants, non satisfaits, bien sûr. Nous avons quand même une qualité de vie exceptionnelle à Bordeaux. Tout le monde le dit, vous l'avez dit vous-même, tous les gens qui viennent s'installer dans la ville, je le vois, sont frappés par cela, qui est fait à la fois d'harmonie architecturale, de bien-être dans la ville, mais aussi de relations sociales relativement détendues, apaisées, d'acceptation de la diversité. Les communautés dans Bordeaux vivent les unes avec les autres harmonieusement, je crois qu'on peut le dire, même s'il peut y avoir des tensions ici ou là. Eh bien ça, je crois qu'il faut absolument le préserver. Il faut que vous soyez convaincus que même quand nous affichons des ambitions quantitatives qui vous paraissent peut-être excessives, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur la taille de la ville, eh bien notre volonté absolue, c'est de faire que cette ville, plus rayonnante peut-être, elle conserve son échelle humaine, sa qualité de vie et ce lien social qui fait, je crois, l'un des atouts de l'agglomération bordelaise. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà. Alors, je vais respecter le programme que je vous ai annoncé. Je voudrais faire des réactions, je suis désolé de vous le dire, courtes, de 3 des élus de la communauté urbaine. Et on comprend bien qu'il faut laisser aussi le temps de parler, mais on aura une conclusion tout à l'heure de Vincent Feltès qui reviendra un peu sur l'ensemble du projet métropolitain pour montrer comment tout ce qui a été dit tout au long de cette année et demie se trouve aujourd'hui incarné dans un projet. Donc je vais demander d'abord à Christine Bost de prendre la parole, la maire d'Ezine, voilà. Elle est là, elle prend le micro. Alors qu'est-ce qui vous frappe le plus dans tout ce qui vient de se passer? Alors, je vais pas faire comme Alain Juppé, je vais pas reprendre tous les thèmes parce qu'on a aussi beaucoup de choses à dire sur chacun des thèmes. Et puis, il a bien repris tout ce qui était nécessaire de reprendre. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit, je la vois plus, la mère de famille qui est intervenue tout à l'heure, en parlant de la solidarité entre, elle est là, en parlant de la solidarité entre les communes, en parlant finalement du système d'entraide qu'on peut aussi développer entre les citoyens. Alors, vous dire que d'abord, on n'est pas dans les compétences directes de la communauté urbaine sur les sujets que vous avez abordés, mais je suis persuadée que vous le savez très bien, on est plus dans les compétences du Conseil général. Mais toutefois, la CUB, elle peut jouer un rôle. Elle peut jouer un rôle fort, notamment sur la question du logement, et nous nous sommes saisis de cette problématique, et en particulier sur la façon dont on imagine les futures constructions de logements. Alors, ça n'aura échappé à personne, surtout ceux qui ont participé à la semaine de la fabrique, puisqu'on a utilisé ce moment-là pour vous parler du dispositif 50 000 logements. Donc, on a 50 000 logements, on a la ville millionnaire, tout ça, ça a été dit. Ce sont des chiffres qui peuvent faire peur. Alain Juppé l'a évoqué. Mais je crois l'idée, c'est pas de vous faire peur d'abord, l'idée, c'est plutôt de maîtriser les choses. Et de dire que de toute façon, l'agglomération millionnaire, inéluctablement, on y arrivera. Alors on n'y arrivera peut-être pas en 2030, ce sera peut-être 2035 ou 2040, mais en tout cas on y arrivera. Donc notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte qu'on y arrive le mieux possible. Y arriver le mieux possible, c'est prendre les choses un peu en amont.
l'effet d'aspiration et d'attractivité sont liés aux grandes infrastructures que nous sommes en train de développer, sont liés également à la 3e phase du tramway, et c'est la raison pour laquelle on a lancé cet appel à projet de 50 000 logements aux abords des corridors majeurs de transport en commun. Pourquoi ? Tout simplement pour prendre les choses en main et pour se dire que il n'est plus question pour nous de subir des formes de construction, des formes urbaines, des formes architecturales que l'on n'a forcément plus envie de voir parce qu'on sait qu'elles génèrent qu'elles peuvent générer des conflits sociaux, et on a envie de prendre les choses en main. Et je crois qu'on a aussi des choses à faire sur la question de la mixité. La mixité, ça ne veut pas forcément dire la mixité sociale. C'est bien sûr la mixité sociale, mais c'est aussi la mixité générationnelle, c'est aussi la mixité fonctionnelle. Donc tous ces points-là, on a bien sûr à les développer. On les travaille avec les 5 équipes qui travaillent sur les 15 premiers sites pilotes. Et nous l'espérons que ce dispositif que la communauté urbaine a initié fera école et va impulser et enclencher une nouvelle façon de faire la ville. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à un moment donné à certains, notamment promoteurs immobiliers, que les élus sont revenus un peu à la manette et n'ont plus forcément envie de subir, ont envie de construire la ville qui leur correspond, alors qui ne correspond pas aux élus, mais qui correspond à vous toutes et vous tous qui êtes ici. C'est la raison pour laquelle moi je remercie infiniment le président Feltes d'avoir lancé cette opération, cette façon de consulter, de parler avec vous, d'échanger, de faire remonter un peu le dessin que vous avez pour l'agglomération de demain. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de 50 000 logements, on va continuer ce travail de concertation, et quand les choses auront un petit peu plus abouti avec les équipes sur les sites pilotes, on reviendra vers vous pour échanger, pour vous présenter les choses, pour vous demander ce que vous en pensez dans chacun de vos quartiers, dans chacune de vos villes, là où les sites ont été ciblés. Je crois que c'est une nouvelle façon de faire, et ça a été dit, je crois, dans les interventions, vous voulez faire la ville, mais vous faites sans nous. Je crois que non, on a changé de braquet, on a envie de faire la ville différemment, et on a surtout envie de la faire avec vous, parce que ça doit être la ville de demain. La ville de demain, elle doit vous correspondre, elle doit correspondre à chacun d'entre nous, avec tous les enjeux qui sont derrière et qui ont été égrenés, l'emploi, la solidarité, l'intergénération, etc. Je m'arrête, je vois qu'on a envie de m'arracher le micro. Merci. Non, certainement pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Max Guichard, voilà. On va vous apporter un micro. C'est les vice-présidents de la CUP dans leur diversité qui s'expriment maintenant. Alors, vous retenez quoi de toute cette démarche ? D'abord, bonsoir. Mais je retiens qu'elle a eu lieu. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite question. Alors, je suis Max Guichard, vice-président et représentant du groupe communiste à la CUP. La première fois que Vincent m'a parlé de cette idée de fabrique métropolitaine, si je ne suis pas toujours enthousiaste sur tous les projets qui peuvent être présentés à la communauté urbaine de Bordeaux, j'ai sauté dessus comme un cabri, puis j'ai dit à Vincent, tu vois, on va le réussir si on sort ce débat des murs de la communauté urbaine. Et je l'en remercie parce qu'il a fait. Il a fait, et il a bien fait, et on l'a bien fait. Il n'y a que voir cette soirée, mais il n'y a que voir aussi toutes ces réunions de fabriques qui ont été, à mon avis, formidables, comme quoi on peut, et dans la diversité, peut-être encore plus que ce soir sans doute, les différentes réunions de fabriques. Lorsqu'on fait confiance aux gens, on est gagnant. Alors, je vais faire 2 ou 3 paroles. Pour le moment, je suis dans le bisounours. Tout le monde est content. Il va y avoir un moment où le bisounours, il peut montrer quelques petites dents, mais c'est le débat. C'est le débat. Alors, la fabrique métropolitaine, c'est une grande idée parce que c'est tout simplement prévoir ensemble, construire ensemble notre devenir à terme 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est une grande idée parce qu'elle repose sur l'idée d'avoir une métropole accueillante, mais accueillante pour les gens qui vont venir nous rencontrer de l'extérieur. J'ai vu qu'il y avait une dame qui venait de Toulouse, d'autres d'ailleurs,
bienvenue à toutes et tous qui vont venir, mais accueillante aussi pour sa propre population, présente aujourd'hui et demain encore plus présente avec ses enfants dans 20 ans, vous voyez le développement. Et pour que cet accueil soit de qualité, faut-il que tout le monde, je dis bien tout le monde, y trouve sa dimension personnelle de développement humain. Et que nous réalisions, non pas uniquement dans les mots, mais dans les faits, une véritable mixité sociale. Alors se posent immédiatement les questions de contenu. Mixité sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que ceux qui ont certains moyens qu'ils ont réussi à acquérir puissent y vivre, et puis ceux qui, majoritairement, selon une étude récente sur notre agglomération comme sur notre département, qui n'ont que 400 € à mettre sur leur loyer mensuel, puissent aussi y vivre. C'est ça la mixité. Ou alors, je n'ai pas bien compris. Ça veut dire que si on ne fait pas, M. Juppé, du logement social, mais du logement véritablement social, c'est-à-dire qui corresponde, je dis M. Juppé, je dirais cher Alain aussi, qui correspondent vraiment à l'ensemble du panel de population que l'on veut continuer à garder et accueillir. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des logements à loyer de 400 €, au moins à moitié, sur notre agglomération. Sinon, nous produirons de l'exclusion. Je disais qu'à un moment, les dents vont arriver, elles arrivent. Voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'est un débat. Oui, c'est de la politique, Alain Juppé, c'est de la politique. C'est des choix politiques. C'est des choix politiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dépasse largement les 20% de logements sociaux. L'autre question, c'est la question de l'emploi. Va-t-on continuer à avoir un certain rejet intellectuel de l'emploi industriel? Je rappelle quand même que c'est celui qui est porteur de richesses présentes et à venir, qui aujourd'hui est en grand recul nationalement, moins grand peut-être sur notre région agglomération, mais en recul. Il faut que nous ayons une reconquête. Et pour terminer, il faut des moyens. Bien sûr qu'il faut des moyens. Il faut des finances. Il faut des finances qui aillent au-delà des capacités de nos institutions, surtout qu'elles reçoivent quelques coups de ce point de vue-là, notamment par les désengagements de l'État. Il faut des moyens, il faut aller les chercher, ces moyens. Où ils sont, ces moyens financiers, aujourd'hui? Ils sont dans ceux qui les détiennent. Qui c'est qui les détiennent? Le secteur financier. Et c'est pour ça que je fais une proposition, je la refais, je vous la soumets, que nous soyons à l'initiative, les institutions fortes, comme la ville de Bordeaux, je vais terminer là-dessus, j'en ai pour 30 secondes, la ville de Bordeaux, la région, la communauté urbaine, le conseil général, un poids énorme politique, financier, humain. Et que nous soyons à l'initiative de ce que j'appelle pompeusement une conférence de tous ces agents financiers, une conférence bancaire, que nous réunirions et que nous dirions voilà, vous avez les moyens, nous on a aussi quelques moyens sûrement, mais pas assez, par rapport aux objectifs que nous proposons et dont vous êtes particulièrement intéressés, parce que quand même ça concerne y compris les gens qui font des dépôts chez vous. Nous faisons tous des dépôts dans nos banques respectives. Donc avoir cette démarche et aller un peu bousculer ce monde financier qui nous bouscule beaucoup en ce moment, je pense que des institutions comme les nôtres, ça serait bien qu'on les bouscule un peu à notre tour pour que vraiment il y ait le bien-vivre complet sur notre agglomération, et je vous remercie. Merci. On va terminer ce petit tour avec Laure Curval qui est juste devant moi, qui va prendre le micro. Voilà. Vous êtes donc aussi vice-présidente de la CUB pour le groupe Vert, hein, c'est bien ça? Oui, absolument, pour Europe Écologie Les Verts, donc vice-présidente chargée du plan climat et de la concertation. C'est d'abord peut-être à ce titre que je vais dire quelques mots, même s'il en sera ensuite davantage question, puisque le président tracera aussi les perspectives que nous comptons donner au-delà de cette fabrique. C'était pour remercier ce qui a été fait tout au long de ces réunions, vous remercier de votre participation, puisqu'on a vu se dessiner
cet enrichissement et il a été souligné à quel point nous avons eu finalement des occasions de dialogue, d'un dialogue démocratique qui s'est voulu transparent. Donc maintenant, effectivement, à nous élus, de réussir à vous montrer ce que nous retenons de la richesse de vos propositions et puis surtout de continuer à faire avec vous, puisque l'un d'entre vous, j'ai oublié d'ailleurs qui exactement, a dit qu'il ne s'agissait pas de faire pour vous, mais qu'il s'agissait bien de faire avec vous. Ensuite, je crois qu'il est rassurant pour nous élus d'avoir à la fois ces propositions que vous nous faites et ces retours, puisque la métropole des Cinq Sens résume à la fois des préoccupations bien liées à la solidarité. Il vient d'être, mes collègues ont beaucoup réagi sur cette question du logement, qui est une absolue nécessité. Sur la question de la sobriété, certains intervenants ont parlé par exemple de la filière bois. Bon, comme élu chargé d'un plan climat, j'ai évidemment plus particulièrement retenu peut-être ce que vous évoquez sur le nécessaire développement des énergies renouvelables. Dans la question du logement, on est de toute façon en croisement de répondre à une crise qui est d'abord écologique, avec un surenchérissement. Je vais changer de terme, c'est un peu trop compliqué pour une fin de soirée. Je vais pas être prof de français, je bute sur le terme. Donc, avec un prix qui est sans cesse plus élevé de l'énergie, une raréfaction de certaines ressources, et donc des loyers et des charges qui sont évidemment alourdis. Donc, on a dans la question du logement le croisement de toutes ces questions. Pour finir, finalement, je vais être brève, je suis la dernière, donc je pense qu'il est temps peut-être de pas trop... La dernière des quatre élus qui étaient censés intervenir, bien sûr, Monsieur le Président, je n'oublie pas que vous avez ensuite la parole, et assez longuement pour exposer à ce moment-là tous les éléments de la conclusion. Donc, je voulais donc finir ce premier tour d'élus. Sur ce qui a été également pointé, j'ai été à la fois frappée par la richesse des interventions, et puis on voit aussi, au fil des paroles qui étaient retenues dans le film, se dessiner un certain nombre de contradictions. Nous avons évoqué tous les grands projets que mène la communauté urbaine de Bordeaux. Peut-être pourrait-on finir aussi sur une dimension plus modeste. Il a été rappelé un certain principe de réalité et de modestie qui était plutôt peut-être du côté du public et des habitants que du côté des élus. Il a été évoqué tout à l'heure le champ de l'économie sociale et solidaire. Voilà, en dehors de bâtir des grands équipements, je pense que nous sommes aussi dans une logique de mutation, de changement de nos comportements. Et l'on voit que cela nous amènera peut-être à réussir à résoudre les demandes contradictoires qui sont faites parfois sur la mobilité qui est quand même souvent encore beaucoup liée à la voiture, qu'il est quand même aussi en transport en commun, ou développement de telle ou telle activité. Bien sûr, faire revenir davantage de monde dans l'agglomération avec cette agglomération millionnaire dont il a été dit tout à l'heure qu'elle pouvait avoir un certain caractère anxiogène, et c'était aussi pointé au fil de certaines interventions. Voilà, donc on est certainement plutôt sur ce volet de travailler les comportements pour bâtir avec vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, avant de laisser la parole à Vincent Feltès pour la conclusion, je vais demander à Jean-Marc Hoffner de venir me rejoindre. Voilà, Jean-Marc Hoffner, vous êtes directeur général de l'agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine, je ne me trompe pas. Voilà, le titre est exact. Mais je sais aussi que vous faites partie de ceux qui avaient rédigé les premiers projets métropolitains. Vous avez beaucoup travaillé et je sais qu'on en a la version 5. Alors, j'espère que vous n'allez pas être obligé de faire une version 6 après ce soir, sinon vous allez travailler la nuit. Puisque c'est... Alors, est-ce qu'on n'a pas... D'abord, qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça amène vraiment de passer tout ce temps à écouter, discuter? Est-ce qu'on n'aurait pas été plus vite en prenant votre premier jet? Alors, il y a le processus et puis le produit. Le produit est assez différent des premiers jets, en particulier parce que, à force de dire que la société vieillissait, on avait oublié les jeunes, et à force de dire que les compétences sur l'économie n'étaient pas celles des institutions locales, on avait un peu oublié que c'était un vrai problème pour beaucoup de personnes. Donc, par exemple, sur ces deux sujets, le texte a été très, très, très fortement amendé, outre des tas de sujets qui ont été réorganisés, complétés, etc. Donc, le pré-produit, puisqu'il y aura une version finale qui sera votée, est assez considérablement différent du premier jet, même si la cohérence générale, évidemment, du texte reste la même. Et puis, il y a eu, ce qui est aussi important, tout ce processus qui a été
décrit par tout le monde comme extrêmement important et riche pour la suite, parce que finalement ce texte, ce n'est qu'un début. Tout commence peut-être avec le vote de ce texte au bureau de la Cube. Autrement, puisqu'on finit de chauffer la salle là pour Vincent Feltes, donc juste pour être très, très rapide, moi j'ai retenu dans tout ce qui a été dit trois envies, trois désirs, aurait-on dit précédemment. Envie de métropole, je crois que c'est quand même très important par rapport à des institutions locales qui sont finalement un peu piégées dans leurs frontières et dans leurs compétences. Et c'est leur boulot, si je puis dire, hein, de faire ce que la loi autorise et de ne pas empiéter sur le voisin. Et en même temps, bien sûr, pour les habitants, pour les usagers, pour les acteurs économiques, tout ça n'a pas grande importance. Et par exemple, ce souhait d'avoir l'officiel des spectacles métropolitains, je crois qu'on le partage tous parce qu'on n'a pas envie d'aller sur chaque site des 27 communes de la Cube et de la centaine de communes peut-être de la métropole. Et bien sûr, le bassin d'emploi, il doit être à l'échelle de la métropole. Donc, la métropole est déjà là et chacun aimerait qu'elle fonctionne mieux dans ce territoire métropolitain sans frontières, d'une certaine manière. Deuxième remarque, une envie de projet collectif. Alors c'est peut-être un peu une autocongratulation, mais dans tout ce qu'on entend, on se dit que c'était probablement le bon moment de faire ça. À la fois parce que cette conscience du territoire métropolitain est aujourd'hui bien présente partout, et puis parce que les mutations que chacun peut ressentir dans son propre mode de vie et qui sont également collectives à l'échelle de la planète, on peut dire, sont là et sont bien là et se rappellent à nous régulièrement. Et que certes, on se dit qu'on est bien chez soi, qu'on a de la qualité de la vie, mais qu'effectivement, on ne trouve pas de boulot, que le niveau de l'eau monte et que l'on dépense trop d'énergie pour nos transports. Et tout ça, je pense que chacun le ressent, ne l'explicite pas forcément en ces termes, mais chacun se dit que ce n'est pas tout seul dans son coin qu'on va trouver les solutions et qu'il y a bien besoin de ce projet collectif qui me semble assez largement transcender les orientations partisanes. Alors, est-ce que ça les transcende, est-ce que ça les traverse, je ne sais pas, mais en tout cas, on est effectivement sur un projet où chacun admet que tout le monde doit avoir sa part. Et pour autant, c'est bien un projet politique. Lorsqu'on prend au sérieux, si je puis dire, nos 5 qualificatifs, nos 5 sens, et ben on se dit qu'on peut aller très loin avec ça. Une lacune, mais peut-être y reviendra-t-on dans la suite des événements, on n'a pas tellement envie de voisins, finalement. On a essayé régulièrement d'injecter... Et Toulouse, qu'est-ce qu'on fait avec Toulouse? Voilà, dans quelques années, on sera à 1 heure de Toulouse. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres villes de Gironde? Qu'est-ce qu'on fait avec Angoulême et Royan, avec Agen et Mont-de-Marsan? Qu'est-ce qu'on fait avec les Espagnols qui seront bientôt encore plus nos voisins? Voilà. Et ça, c'est vrai que ça a été relativement absent et que c'est pourtant un vrai sujet. Voilà. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas encore d'orientation stratégique forte, parce qu'on ne veut pas non plus être voisin de tout le monde. Il faut faire des choix. Et puis, et j'en ai fini, dernier mot peut-être, ce territoire, on le veut singulier. Ce n'est pas très original, tout le monde se veut singulier, mais cette singularité que chacun veut préserver, elle nous impose d'être extrêmement original dans les solutions. C'est aussi un peu, finalement, la grande leçon du développement durable, c'est qu'on n'est plus sur des solutions prêtes à porter, mais qu'on est sur du sur-mesure. Et ça, évidemment, par rapport à cette envie de participation, de mobilisation qui est exprimée en particulier ici par beaucoup d'habitants, beaucoup d'acteurs sociaux, économiques, c'est une chance pour travailler dans ce que le texte appelle la coopérative métropolitaine, qui part bien de cette idée que c'est collectivement que l'on peut inventer, innover, fabriquer des solutions nouvelles pour cette
métropole singulière. Très bien, merci Jean-Marc Hoffner, merci beaucoup. Je vais vous laisser peut-être regagner votre chaise parce que comme ça vous allez la libérer pour Frédéric Gilly. Frédéric Gilly, vous êtes géographe, économiste et urbaniste, chargé de cours à Sciences Po, chercheur associé à Sciences Po sur les questions de la ville. Vous avez suivi, vous aussi, la fabrique métropolitaine. Alors, avant bien sûr de venir à Vincent Feltès dans un instant, qu'est-ce que vous retenez de l'exercice que vous avez vu ce soir et que vous aviez vu déjà auparavant? J'en retiens que, en fait, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas dans la salle, là, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé pendant les mois et les mois qu'a duré cette métropole, cette fabrique de la métropole, qu'on a vu dans le film. C'est la très très grande quantité de personnes qui ont participé et qui ont été associées au travail. Moi, en tant qu'urbaniste, je regarde et je lis et je compare les documents d'urbanisme dans leur contenu. Ils ne sont pas tous originaux. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est original. Mais ils ne sont pas tous originaux non plus dans la façon d'être faits. Et tout à l'heure, quelqu'un dans le panel soulignait le sentiment d'avoir participé à un moment innovant. Pas seulement sur le produit, mais également sur la façon de le faire, en se demandant dans quelle mesure est-ce que l'innovation qu'a été ce fait que le projet, il n'a pas été produit par 10 ou 15 personnes, il est le fruit de la mise en mouvement de 3-4 000 personnes, c'est pas rien. 15 000, me dit Vincent Feltès, avec les questionnaires, effectivement, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça fait appel, juste à l'instant, Jean-Marc Hoffner parlait de sur-mesure pour le développement durable. En fait, ce qui s'est passé, c'est un moment, généralement, enfin moi, quand je vois ça, je suis assez ému parce que c'est un moment d'intelligence collective assez rare. Vous avez prouvé collectivement que quand on met une personne plus une personne plus une personne, eh bien, on met les intelligences de chacun en résonance pour arriver à hiérarchiser ce qui est important. Et résultat, vous avez fait de la ville non pas une question technique, c'est pas seulement la question de la largeur des trottoirs, de où va passer le tramway, même si c'est des questions importantes, vous avez fait de la ville une question éminemment politique, c'est-à-dire quelles sont les valeurs autour desquelles tout le monde se retrouve. Et de manière très pratique, généralement, ces schémas, c'est comment est-ce qu'on fait la ville? La ville, comment? Et en fait, vous avez répondu dans le projet et dans les échanges en disant, mais en fait, c'est pas vraiment la bonne question. La vraie bonne question, c'est la ville pour qui? Et c'est un petit peu pour cette raison-là qu'il pourrait y avoir le sentiment qu'il y a un désaccord sur la question de la ville millionnaire, mais pas tellement, en fait. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de vrais désaccords. En revanche, il y a une angoisse et une anxiété. Tout à l'heure, monsieur disait, vous allez peut-être nous faire une ville de bobos. Et dans le film, on voyait qu'en fait, il y avait une crainte plus forte, en fait, c'était de faire une ville de bobos parisiens. C'est-à-dire que la LGV va amener des Parisiens qui vont investir en masse Bordeaux et vont chasser les Bordelais. Je la fais très courte, hein, mais en fait, c'est très très bien de faire une belle ville. Et la question que vous avez tous posée, que vous avez repris et synthétisée, c'est cette ville, on va la faire ensemble et on va la faire pour nous. Pour les autres aussi. Mais pour que ceux qui sont dedans, ils vivent bien. Alors, cette envie de faire et de vivre ensemble, moi j'en retiens 3 choses qui ont déjà été dites, donc je vais aller très rapidement dessus. C'est que, à nouveau par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, la hiérarchie des priorités n'est pas celle à laquelle on s'attendrait nécessairement quand on parle de schéma de développement pour une métropole. Schéma de développement pour une métropole, c'est assez souvent des nombres de logements, des nombres de kilomètres de voies. Et en fait, là, ce qui sort, c'est le développement économique, c'est l'emploi et les jeunes, c'est la question du vivre ensemble. Et le cadre de vie et les déplacements, etc., tout ça vient au service d'une conception de la métropole. Alors, développement économique, développement urbain, cadre de vie, vous l'avez dit, c'est la question de l'ouverture aux autres communes, madame le disait tout à l'heure, aux autres territoires du pays, avec la question de l'ouverture nationale, du rayonnement national de Bordeaux, et aussi, on l'a vu un petit peu dans le film d'ailleurs, la question du rayonnement international de cette ville. La question de la maîtrise de l'étalement,
la question de comment est-ce qu'on fait une ville dense qui respecte les autres et qui en même temps ne s'étale pas trop sur ses voisines. Tout ça est sorti de ce travail-là. Le deuxième élément, c'est la question de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Et vous disiez tout à l'heure, il faut aller chercher les jeunes. Il ne faut pas seulement faire une offre, il faut aller les chercher. C'est un vrai enjeu. Et ça renvoie au troisième axe sur lequel moi j'ai envie d'accentuer la fin de mon intervention. C'est qu'en fait, la question qui est sortie sur le fond, c'est qu'une ville, ce n'est pas que des bâtiments, c'est aussi les gens qui vivent dedans. La question de la construction d'une métropole, ce n'est pas uniquement une question matérielle, c'est aussi une question immatérielle. Et quand il s'agit d'aller chercher les jeunes, quand il s'agit d'aller créer une offre culturelle, quand il s'agit de créer des entreprises, tout ça, c'est comment est-ce que l'ensemble des gens de la métropole sont capables d'aller les uns vers les autres plus facilement parce que la métropole leur offre ça. Et d'un certain côté, quand dans le panel, il y a 3-4 personnes consécutivement qui disent « Moi, j'ai été très séduit et la seule question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce qu'on continue ?» J'aurais envie de dire, la question, elle est devant vous. Elle est devant vous parce que vous avez été très originaux et très innovants dans la façon de construire la métropole, le projet de métropole. Il va falloir être aussi innovants et aussi originaux dans la façon de la faire vivre. Et quand monsieur parle de création d'entreprises, d'innovation, de création d'événements, eh ben, d'un certain côté, la tâche des élus, elle est de créer le cadre pour que tout ça soit possible, mais après, c'est à vous de continuer à le faire. J'ai envie de terminer là-dessus. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Frédéric Gilly. Alors, tout à l'heure, Jean-Marc Covidan disait qu'on avait chauffé la salle pour vous, Vincent Feltès, mais c'est vrai que c'est quand même le moment qu'on attend. Voilà. À quoi êtes-vous parvenu au bout de cette année et demie de discussions, de débats, de rencontres? Je vous laisse la parole. Bon, d'abord, je suis parvenu à une certaine émotion. Certaine émotion parce qu'on est 800 ensemble ce soir, qu'on dit toujours que la communauté urbaine de Bordeaux, c'est quelque chose de technocratique, que la métropole, c'est quelque chose de fumeux. Et finalement, vous nous avez suivis depuis 1 an et demi. Et tout ça, maintenant, commence à avoir une espèce de visage humain. Comme je dis souvent, il y a manière d'appréhender, de toucher les choses. Et donc, au-delà de la fierté d'avoir plutôt réussi l'exercice, il y a ce côté chaleureux, partage, d'être ensemble ici à la fin du mois d'octobre, à la Toussaint, pendant les vacances, alors que le président de la République parle à la télévision. Vous faites le choix de la métropole bordelaise. Donc c'est une bonne chose. Mais au-delà de ça, qui était facile, mais je ne pouvais pas ne pas le faire. Quelques mots. Déjà, pour dire comment ça a commencé. Ça a commencé effectivement en avril 2010, à partir d'une fierté, et Alain Juppé a eu raison. Il n'y aurait pas la beauté de l'agglomération bordelaise, il n'y aurait pas la réussite du tramway, il n'y aurait pas les gens qui viennent spontanément, il n'y aurait pas l'excellence de l'université, mais il n'y aurait pas non plus aussi la misère, on ne l'aurait pas fait. C'est parce qu'il y a un certain nombre d'atouts dans l'agglomération bordelaise qu'on s'est dit qu'il y avait moyen de cristalliser les choses. Donc c'est quelque part, il y a effectivement un socle, une fierté commune. Deuxième point, il y a une espèce d'intuition, de dire que finalement, en 10 ans, grâce au tramway, on a eu un effet de levier sur l'agglomération bordelaise absolument extraordinaire. On est ici au pied du futur pont Bacalan-Bastide, avec le tramway qui passe, avec les quais qui ont été rénovés. Il y a 10 ans, tout ça n'existait pas. Et quand je vois à quel point mes collègues de la rive droite sont présents ce soir, je me dis que c'est une très bonne chose. Et donc l'intuition, c'est de dire, en 10 ans, grâce au tramway, on a bouleversé l'agglomération bordelaise. C'est de se dire, dans les 10 années qui viennent, avec la ligne à grande vitesse, on peut faire ce qu'on appelle une espèce de saut métropolitain. Fierté, intuition, complexité aussi. Parce que quand vous faites un projet urbain, vous savez où vous faites passer le tramway, quel pont vous faites,
qui est le renouvellement des espaces publics. Sur la question de la métropole, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire comment on arrive à articuler la question de l'emploi, dont vous avez beaucoup parlé, avec la question des déplacements. Quel sera l'impact du pont qu'on met, et en même temps, il y a la globalisation financière qui est derrière. Donc quelque part, est-ce qu'on n'est pas juste dans un exercice de partage, de communication, et est-ce qu'on peut aller au-delà? Donc quelque part, la métropolisation, c'est aussi un exercice complexe. Dernier point, c'est une volonté politique de partager. Partager avec vous, et ça a bien fonctionné, mais ce n'est pas juste pour le plaisir d'être avec vous, même s'il est important, mais c'est aussi parce que quand on prend un peu de recul au niveau européen, je le disais au début, mais je le dis toujours maintenant, quelles sont les villes qui à un moment ont réussi à émerger fortement, à évoluer positivement? C'est les villes où finalement il y a une espèce de projet commun porté par la société, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels, et derrière ou devant les politiques. Mais les politiques, on sait par essence qu'on n'est pas éternel. On sait qu'aux prochaines élections, on peut être battu. Et ce qu'on a devant nous, c'est un plan de travail pour 10, 20 ans. Et si on ne le partage pas avec vous, s'il n'y a pas ce portage citoyen, on n'est pas sûr d'arriver à réussir ce formidable pari et cet exercice. Donc ça, c'est toute l'idée, le sentiment qu'on peut avoir au début en politique, volonté de dire on va y arriver. Donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, et à un moment, il faut faire un rendu. Comme l'a dit Jean-Marc Hoffner, un document, ce document qui s'appelle maintenant 5 sens pour un Bordeaux métropolitain, qu'on votera formellement au Conseil du 25 novembre, qui a été discuté tout aussi formellement dans 27 conseils municipaux à l'intérieur de l'agglomération bordelaise, qui sera distribué sous forme d'un livre pour ceux qui le veulent dans les semaines et mois qui viennent, parce qu'à un moment, même si on sait que ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est bien d'avoir une trace, quelque chose qu'on peut partager ensemble, quelque chose qu'on peut voir pour se dire finalement, est-ce que, non pas ils ont tenu leurs engagements, mais est-ce qu'on a tenu nos engagements et nos promesses? Parce que ce projet métropolitain, on le fait aussi à un moment où on a lancé des grands chantiers, où la ligne à grande vitesse arrive, où 2 ponts vont se faire, où on va produire des dizaines de milliers de logements. Et moi, comme élu, je réponds à Sandrine Rouy, je pense qu'aujourd'hui, à un moment de crise profonde, le job des élus, c'est bien sûr de faire, mais c'est aussi de redonner des perspectives, de redonner du rêve, de refaire espérer les uns et les autres, et pas juste d'être sur l'hyper-quotidien, même si l'hyper-quotidien, on le fait, jamais totalement bien, mais on le fait. Mais là, la réunion de ce soir, on est encore 800, c'est pas juste de l'hyper-quotidien. On parle des poubelles, vous inquiétez pas, on a bien intégré, conteneur enterré ou pas. On parle quelque part de Bastiniel, ok. Il y a eu les équipes, on les a choisies il y a quelques jours. Mais à un moment, c'est cette démarche globale. Donc cette démarche globale, elle part d'un constat, un vrai potentiel, mais des vrais handicaps. Je veux dire, effectivement, la particularité de Bordeaux, quand vous regardez l'Europe dont on parle beaucoup en ce moment, on n'est pas forcément bien placé. Et quand on regarde derrière nous, il n'y a pas forcément tant de personnes que ça. Et quand Jean-Marc Hoffner dit qu'il n'y a pas envie de voisins, c'est parce que finalement, on n'a pas non plus l'habitude d'avoir des voisins. Vous êtes quelque part à Lyon, vous avez des voisins immédiats, vous êtes quelque part à Lille, vous avez des voisins immédiats, vous êtes quelque part à Bordeaux, vous avez des voisins immédiats, sauf que ils s'appellent Sainte-Eulalie, un peu plus loin Libourne, un peu plus loin Arcachon, c'est l'arrière-pays, un peu plus loin Saint-Laurent, un peu plus loin Mâcon, Ludon et tout, mais il n'y a pas de réseau urbain. Donc ça, c'est un diagnostic. Après, c'est effectivement cette métropole des 5 sens. On en a beaucoup parlé, je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais ce qui nous paraissait important, c'est qu'effectivement, ce qu'on fait, c'est pour nous, maintenant, pour eux, bientôt, parce qu'on va accueillir de la population, mais à la manière bordelaise. Ce n'est pas de dire on va être une métropole européenne compétitive. Ce n'est pas de dire on va décliner les objectifs de Lisbonne.
C'est pas de dire on va être aussi bon que Helsinki ou Porto. C'est de dire on va être nous et on va bien le faire. Et c'est pour ça qu'on arrive sur ces 5 sens. Parce que déjà, on est quand même dans le bordelais. Et les 5 sens, c'est le premier, c'est la solidarité, qui est assez fondamentale. Et c'est ce que vous nous avez renvoyé à la figure. Le second, c'est la sensibilité. Parce que quelque part, dans un monde de brut, j'allais dire, c'est bien d'avoir ça et d'avoir ce souci de la nature. Le troisième, c'est la stimulation, parce qu'effectivement, on sait qu'on est dans une société qui bouge, et derrière tout ça, il y a l'enseignement supérieur et la recherche. Le quatrième, c'est la singularité, parce qu'effectivement, on ne peut pas refaire ce qui a été fait ailleurs, et surtout, on est 27 communes, et à Saint-Vincent-de-Paul, où 5 mois après, visiblement, il n'y a toujours pas de crèche, mais ça ne peut pas se faire en 5 mois. On n'est pas à Carbon-Blanc, on n'est pas à Bordeaux, on n'est pas à Eysines, on n'est pas à Bègles, et que quand on va dans une des 27 communes, c'est aussi parce qu'on attend quelque chose. Et le dernier point, Laure l'a dit, c'est malgré tout la sobriété. Parce que je pense que le temps des excès est un peu passé. On s'est rendu compte ces dernières années qu'on a consommé, surconsommé. On s'est rendu compte que les grandes opérations, parfois, aboutissent quelque part à de grands échecs. Donc on dit sobriété par rapport au développement durable, je pourrais dire humilité par rapport à ce qu'est être aujourd'hui un politique. Alors si on est sur des 5 sens, on a aussi dit qu'il fallait des actions concrètes. C'est pour ça qu'on vous propose 12 grands travaux qui, quelque part, incarneront la métropole de demain. Parce que la métropole de demain, à la fois, c'est dans 20 ans, mais c'est aussi aujourd'hui, maintenant, ça a continué. Premier grand travail, Christine l'a évoqué, 50 000 logements, je reviendrai sur la question du million tout à l'heure. Deuxième enjeu, la métropole du quart d'heure. Je dis souvent, on vit entre 600 000 et 700 000 heures, toute sa vie. Et finalement, le temps qu'on passe à attendre dans les bouchons, le temps qu'on passe le samedi soir quand vous êtes aux urgences pour les gamins à Pellegrin, entre 6 et 7 heures, le temps que vous passez à attendre un rendez-vous sur tel et tel, c'est du temps de vie en moins et d'une certaine manière, il faut qu'on réorganise les choses différemment. Dans cette même logique, pour nous, la question des espaces publics est devenue fondamentale. On a une réponse évidente, c'est le miroir d'eau. On voit bien que ça fonctionne bien, que c'est du mélange, mais on voit bien aussi que dans nos communes, comme on est un peu dans une société de la peur, on a de plus en plus tendance à se renfermer, à mettre des grillages devant les lotissements. Et on pense que si on veut réussir cette métropole doit aussi être la métropole du mélange. Quatrième enjeu, tout comme on a fait 50 000 logements, on veut travailler sur les 55 000 hectares pour la nature. 55 000 hectares, c'est la taille de l'agglomération bordelaise, et c'est dire que, quelque part, la nature est aussi importante que l'habitat, et aussi importante que l'emploi, et qu'on doit aussi faire des circuits courts, que se balader dans un bois, c'est quelque chose de gratuit et d'éminemment social. Cinquième enjeu, vous l'avez tous dit, si on veut passer à 1 million d'habitants, et ça va nous arriver naturellement. Donc la question c'est, est-ce que ça nous arrive dans 20 ans avec quelque chose de réfléchi, ou est-ce que ça nous arrive dans 30 ans de manière plus désordonnée? Il faut qu'on crée 75 000 emplois, ce qui est absolument extraordinaire, un enjeu, je ne suis pas sûr qu'on y arrive d'ailleurs, en sachant qu'aujourd'hui il y a 325 000 emplois. Donc question de l'emploi. Sixième, on connaît bien, question de la métropole des qualités de vie. Septième, 1 million de voix et au-delà, j'y répondrai à la fin. C'est comment finalement l'ensemble de la population participe à ce qu'on est en train de faire, et vous êtes cette arrière-garde. Huitième, c'est ce qu'on appelle la métropole 3.0, intelligente et respectueuse. C'est un peu tout ce que vous avez évoqué sur le numérique. Comment finalement, en sachant à quelle heure arrive précisément le bus, on évite de prendre notre voiture. Comment on sait exactement quelle consommation il faut d'eau. Comment on sait qu'une personne âgée, finalement, a peut-être un problème parce qu'elle consomme moins d'eau que d'habitude, et avec un système de relevé très précis, on se rend compte qu'il y a un système d'alerte. Neuvième point, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié,
Le monsieur l'a dit tout à l'heure, on a longtemps eu une tradition internationale à Bordeaux. On a longtemps été un endroit d'échange et je pense que la métropole de demain est nécessairement une métropole polyglotte ou métissée. On assume cette part de générosité, on assume cette part d'utopie parce que regardez ce qu'on a fait pendant ces 15 dernières années et imaginez ce qu'on va faire dans ces 15 prochaines années. 10e point, c'est le 1% pour la culture, vous l'avez tous évoqué. Il ne peut pas y avoir de ville qui émerge, et Alain Juppé l'a dit, sans que quelque part il y ait une identité culturelle, il y ait des manifestations. 11e point, c'est plus technocratique, c'est ce qu'on appelle les opérations d'intérêt national et les opérations d'intérêt métropolitain. Ce sont des leviers de développement. On en a un sur Euro-Atlantique, on propose d'en faire 3 autres. Et 12e point, c'est réinventer le fleuve. On a commencé à le faire, on a les quais, on a les navettes fluviales, mais malgré tout, ce potentiel dont on a tous la nostalgie, on ne s'en est pas encore totalement emparé, d'autant plus que la Garonne peut aussi être dangereuse parfois. Donc c'est ça, les 12 grands travaux. Ensuite, il y a une manière de faire qu'on vous propose, c'est la coopérative métropolitaine. C'est de dire la communauté urbaine, avec ses compétences, ne peut pas tout faire, bien sûr. Mais la communauté urbaine peut être le lieu où les uns et les autres, et vous en êtes la preuve, je le redis, vous rencontrez, discutez ensemble. Et c'est quelque chose de fondamental, qu'on soit une espèce d'autorité métropolitaine morale sans avoir forcément le statut juridique, surtout qu'il a été totalement vidé. Puis après, c'est un certain nombre de choses bêtes que vous avez dans le document. Les grands projets, que ce soit les nôtres ou ceux des autres, quand est-ce que ça arrive ? Quand est-ce que ça arrive l'Arena ? Quand est-ce que ça arrive le Centre culturel du vin ? Quand est-ce que ça arrive le tramway à Eysines ? Quand est-ce que ça arrive le pont Jean-Jacques Bosc ? Quand est-ce que ça arrive tout ça, qu'il y ait un lieu de partage ? Et dernière chose, parce que on revendique une certaine originalité, c'est de se dire que finalement, les grands indicateurs qu'on a depuis des décennies et des décennies, la croissance du PNB, la croissance démographique, des choses comme ça, ils ne reflètent pas forcément la réalité qu'on vit au quotidien. Vous regardez bêtement les grands indicateurs en 2011, ils sont mieux qu'en 1991 ou qu'en 1971. On est un pays qui n'a cessé de s'enrichir. Mais en même temps, on a tous le sentiment que même si sur Bordeaux, ça va plutôt pas mal, ça va globalement, nationalement, un peu moins bien qu'il y a quelques années. Tout le monde a des angoisses sur qu'est-ce que mes enfants vont faire dans quelques années. Et donc ces grands indicateurs, puisqu'ils ne reflètent pas totalement la réalité, il faudra les accompagner d'indicateurs simples comme celui que j'ai pu évoquer. Combien de temps on attend pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, chez le médecin ? Combien de temps on attend pour avoir quelqu'un qui vous répond au téléphone ? À un moment où il n'y a plus personne qui vous répond au téléphone, vous êtes forcément sur des machines automatiques. Donc c'est aussi à réfléchir là-dessus. Alors, quand j'ai discuté tout à l'heure, révisé, j'allais dire, qu'est-ce que j'ai retenu de tout cet exercice ? J'ai retenu 3 choses principales. D'abord, Jean-Marc Hoffner l'a dit, que finalement, pour vous, il y a une espèce d'évidence métropolitaine. Que tous les débats qu'on a entre politiques, pour vous, bien sûr, ils existent, mais vous savez bien que vous habitez un quartier, une commune, mais que quelque part, vous faites partie d'une agglomération, d'une métropole, et qu'il y a une envie ou un désir de métropole. Et ce qui confirme mon intuition, ce que je disais tout à l'heure à Laurent Sablic, je pense qu'en France, sur plein de sujets, les politiques sont en retard sur la société. Ça vaut sur comment on vit en société, ça vaut sur le mariage homosexuel, ça vaut sur des choses comme ça vaut sur la métropolisation. Et je pense que finalement, la population est toujours un peu en avance sur les politiques, et c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Deuxième point, vous l'avez dit, c'est que cette métropole, pourquoi pas, mais en même temps, c'est toujours une possibilité de ségrégation importante, et vous l'avez particulièrement illustré en nous renvoyant cette question de l'emploi et de l'emploi des jeunes.
peut-être quelque chose qu'on avait trop éludé au début, tout fier qu'on était d'avoir fait le tramway, d'avoir fait la ligne à grande vitesse et tout, mais malgré tout, il reste un taux de chômage insupportable. Malgré tout, dans des communes, vous avez des dizaines de pourcents de jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas d'emploi, et qu'on ne peut pas dire on va se développer si ceux qui doivent incarner le développement n'ont pas assez ou n'ont pas grand-chose. Donc ce n'est pas du tout le cœur de notre compétence, mais en même temps, on sait que toute notre démarche sera bancale si jamais on ne le fait pas. Troisième point, c'est effectivement cette question du million. Moi, j'ai aucune fascination pour le million. Vraiment aucune, et je me méfie même plutôt des chiffres. En même temps, je considère qu'on a une responsabilité environnementale, sociétale, fondamentale. Je le dis, je le redis après réunion et je le redis ce soir. On est dans un département qui croît fortement démographiquement et où on est capable de faire en sorte que les nouveaux habitants puissent vivre là où il y a les emplois, là où il y a les services publics, là où il y a les transports collectifs, en offrant des logements agréables, pas trop chers, où il y a la solution de facilité de ces dernières années, c'est on continue à aller toujours plus loin, mais on sait qu'à la fin, c'est plusieurs voitures, c'est du surendettement. Et tout le monde me dit, Vincent, le million, c'est casse-gueule. Ok, mais je ne lâcherai pas là-dessus. Je ne lâcherai pas là-dessus parce que si on ne change pas notre manière de faire la ville, si on ne change pas cette espèce de tropisme environnemental et social, les catastrophes financières qu'on a en ce moment, qu'on vit depuis 3 ans, demain, dans 10 ans, on l'aura sur les questions environnementales et sur les questions de société. À Bordeaux, jusqu'ici, on a été à l'abri. C'est vrai qu'en 2005, ça n'a pas pété. Il y a eu un bus qui a brûlé chez Jean-Pierre Turon, mais ça s'est arrêté là, quoi. Et c'est une fierté. Mais si on ne pense pas à ça, pas une fierté pour Jean-Pierre Turon, une fierté pour tous les autres, si on ne pense pas à ça, on ne s'en sortira pas. Dernier point, à quoi tout ça a servi et quelle suite ? La suite, c'est donc officiellement un vote le 25 novembre en Conseil de communauté urbaine et un document qui sera distribué. La suite, ça sera le week-end du 2 et 3 décembre, la mise en place de ce qu'on appelle la coopérative métropolitaine, avec un effectif plus restreint, mais il faut qu'on voit comment on vous associe, sur des sujets globaux mais extrêmement concrets, aussi la question des déplacements avec le lancement du Grenelle de la mobilité, la question du rayonnement à l'extérieur de Bordeaux, avec la question de la marque. Autre suite, c'est une formule qu'il faut encore qu'on invente, et on n'a pas tout à fait trouvé, de se dire qu'au-delà du rendez-vous à minima annuel qu'on ira avec vous pour vous rendre compte, mais pas juste un rendez-vous où on parle, un rendez-vous qui a été préparé, un rendez-vous quelque part, puisque c'est à la mode, vous nous notez démocratiquement. Un rendez-vous qui fait que finalement, ces rêves qu'on revendique, est-ce qu'on les remplit ou pas ? Que chaque année, il y a un moment comme ça, et entre les deux, peut-être un thème à creuser davantage. Et sur l'année 2012, on hésite, où on va effectivement sur emploi jeunesse, où on va sur environnement poubelle, comme le voulait monsieur, parce que c'est aussi un vrai sujet, d'une certaine manière, comment ça fonctionne. Donc voilà simplement les quelques mots que je souhaitais vous dire, en vous remerciant de votre présence, en nous excusant pour cette dernière soirée qui est à la fois une réussite, mais moins dans l'échange, parce qu'à un moment, il y a une étape qui s'arrête, il y a un chapitre qui se clôt. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est tout ce qu'on a fait ensemble. Ce chapitre s'arrête le 25 novembre, mais il y en a plein d'autres à écrire ensemble pour que ce qu'on appelle cette espèce de décennie bordelaise 2011-2020 qui fait que vraiment on invente la ville de demain se fasse avec vous toutes et vous tous. En tout cas, merci beaucoup.
Juste un petit mot pour vous dire que le buffet vous attend à ma droite. Là, il est prêt. D'autre part, essayez de penser à remplir et à laisser ces petites fiches d'évaluation de la soirée. Et vous avez le projet à votre disposition, mais je vois que vous l'avez déjà presque tous en main, sur les tables là-bas. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas, il en reste encore pour votre lecture de ce soir et de demain.